Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Deux patrons de presse et d'organes, Ildefonse Akpaki, directeur du site La Gazette du Togo.com, il est également directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Ildefonse, bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à tous ceux et celles qui vous écoutent. Et merci de répondre à notre invitation. C'était toujours un plaisir. Et devant lui, c'est Germain Pouli. Vous l'aviez écouté au tout début de cette édition. Germain, bonjour. Bonjour et bonjour à Ildefonse. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Togo Réveil. Et chers confrères, l'actualité depuis hier sur le continent, c'est la réélection du président Ibrahima Boubacar Keïta à la tête du Mali pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a obtenu 67,17% des voix contre 41,2% des voix contre son challenger, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. C'est le verdict des urnes. Jamais une réélection méritée selon vous? Oui, c'est une élection méritée quand on connaît un peu le bilan d'IBK et quand on sait qu'en face de lui, le chef de file de l'opposition a perdu beaucoup de plumes et quand on sait qu'au cours du premier tour, il y a une multitude de candidatures dans l'opposition et que ceux qui sont arrivés en 3e et 4e position n'ont pas su s'aligner derrière le chef de file de l'opposition. Donc tout était fait pour qu'il ne passe pas, donc aussi bien dans son propre plan, sur le plan national et tout ça. Donc IBK, c'était plutôt une promenade de santé. Le taux de participation était faible, 34% en 11. Oui, je crois que les Maliens ne votent pas beaucoup. La seule fois où ils ont véritablement voté et dépassé le cap de 50%, c'est à l'élection de ATT. Donc généralement, le taux au Mali est autour de 40%. Cette fois-ci, c'est moins que 40%. C'était prévisible. Et puis, il ne faut pas aussi oublier la situation d'insécurité qui prévaut dans le pays et qui fait qu'au centre et au nord, véritablement, les gens n'ont pas pu voter pour des raisons d'insécurité. Les urnes ont été emportées, les bureaux de vote ont été attaqués. Donc, ça a dû chiader. Ça a quand même concouru. Ildefonse, aujourd'hui, on se voit encore que le phénomène se reproduit. Pour Soumaïla Cissé, pour la deuxième fois encore, il perd l'élection devant le même candidat. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de votre organe, quelle leçon vous avez eu à tirer de cette présidentielle malienne? J'avoue que moi, dans un premier temps, j'avais eu peur. J'avais eu peur parce que tout ce qui se passait au Mali me donnait une idée de ce que le scrutin n'allait pas être ce que nous avons vu par rapport au terrorisme qui sévit, au djihadisme qui sévit également. Mais je crois qu'ils sont arrivés à donner le meilleur d'eux-mêmes et que nous ne pouvons que saluer, entre guillemets, la maturité des Maliens qui ont compris qu'il vaut mieux vivre dans un pays paisible que de chercher toujours à faire... L'opposition crie toujours fraude, que bon, les bulletins ont été mal comptés, la débourrage d'une ailleurs. Moi, je crois que bon, c'est la même chanson partout. Oui, moi je crois que quand il y a ce genre de problème, la loi demande à ce qu'on fasse des recours. Si éventuellement tout ce qui va constituer le dossier des recours, si tout cela est vérifié, et les réalités sont là et on puisse les toucher du doigt. Verront-ils gain de cause? Je crois que la République malienne, contrairement à ce que nous avons au Togo, où nous avons une institution, la Cour constitutionnelle, nous voyons quelquefois, lorsque cette institution arrive à donner les résultats définitifs, c'est son président qui brandit son foulard pour saluer le candidat, alors que il doit être au-dessus de la mêlée parce que justement il est en train de diriger une institution républicaine. Et Germain, aujourd'hui, c'est vrai, IBK est réélu pour 5 ans, mais les chantiers sont là. Selon vous, quels sont les nouveaux défis? On parle de l'insécurité, de la corruption. Comment doit-il procéder pour relever encore ce défi? Oui, les défis sont là.
Il en a relevé certains. Le premier, c'est déjà de pacifier totalement le pays. Ce n'est qu'une partie du pays qui est gouverné, donc le sud du pays. Il faut que l'accord de paix donc, signé avec les différents mouvements donc, en 2015 soit totalement appliqué. Je crois que dans ce sens, il a déjà reçu la félicitation. La gestion aussi des ressources minières, c'est ça qui cause. Oui, et puis il y a l'emploi des jeunes. Oui, l'emploi, la création, parce qu'il avait promis de créer beaucoup d'emplois, mais à son premier mandat, il n'a pas pu. Oui, je crois que généralement, au premier mandat, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Et quand on a la chance d'avoir un second mandat, donc il faut passer à la vitesse supérieure. Et il a montré des signaux qui ont convaincu la majorité des Maliens qui ont voté pour lui. Et maintenant, il faut qu'il passe aux actes pour faire face à ces défis-là et qu'il y ait des résultats que les Maliens pourront donc savourer lors des prochaines un second mandat pour terminer son chantier entamé lors de son premier mandat. Retour au Togo et puis on va faire ce devoir de mémoire, chers confrères, le 15 août dernier, cela faisait 10 ans, jour pour jour, que je suis retrouvé mort à Tchouché, à Bobli, à la plage de Lomé. 10 ans après, le mystère entoure toujours cette mort tragique. Pourquoi est-il mort? Est-ce que c'est par intoxication médicamenteuse, comme l'ont dit les tests? C'est par noyade? Ildefonse? Quand j'ai bonne mémoire, oui, excusez-moi, si j'ai bonne mémoire, nous étions un 15 août 2008, un vendredi. Je me rappelle, moi personnellement, j'étais en pleine procession mariale. Quand mon portable sonnait et puis on m'annonçait le décès de Joachim à Tchouché, à Bobli. Et moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris la mort. Je n'avais pas compris juste. Non, je n'avais pas compris juste qu'il s'agissait d'une mort aussi tragique, parce que on avait parlé de ce que Monsieur Atchouché était malade et hospitalisé à la clinique d'Iassa. Et puis bizarrement, on retrouve son corps à la plage. Et le corps qui présentait des hématomes. Et les premières informations faisaient état de ce qu'il avait été torturé, parce que ceux qui étaient sur place et qui avaient retrouvé le corps ont parlé de sévices corporels et ont également ajouté la présence de ces hématomes-là qui prouvent à suffisance que l'homme a été brutalisé, puisque ses testicules également ont présenté des lésions et à un moment donné se sont gonflés. Moi, brutalisé à la clinique, c'est ce mystère qui demeure autour du décès de M. Atchouché à Bobli jusqu'à aujourd'hui. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est bizarre qu'au Togo, on fait la part belle quand un certain nombre de personnalités arrivent à perdre mystérieusement comme ça leur vie, parce que M. Atchouché Bobli, rappelons-le, n'est pas un simple citoyen. Il est historien, ancien ministre de la communication, des droits de l'homme dans le gouvernement d'Edem Kodjo en 90. Il est également journaliste et il a eu quand même à travailler à Jeune Afrique, et président de Modena, le mouvement pour un développement national. Donc c'est quand même une figure de proue de la politique togolaise. Oui, je crois bien, parce que il est le président de Modena, comme vous l'avez dit, un acteur politique clé, et puis c'est quelqu'un qui est également reconnu sur le plan international. Il est devenu trop gênant. Non, moi je ne dirais pas qu'il est devenu trop gênant, mais je dirais plutôt que le décès de M. Atchouché Bobli cache quelque chose, parce que si 10 ans après on n'est pas arrivé à retrouver les auteurs, on n'est pas arrivé à savoir les conditions qui ont concouru à son décès, et qu'on retrouve subitement son corps à la plage de Lomé, donc certainement que quelque chose s'est passé. Mais au-delà même de l'assassinat de... Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de le dire. On n'a pas. Excusez-moi de le dire, parce que s'il n'était pas assassiné, on n'allait pas retrouver sur son corps des hématomes. On n'allait pas reconnaître qu'il avait été
son corps avait subi un certain nombre de traitements inhumains et dégradants. Et donc, au-delà de cela, nous pouvons dire que il y a eu même des choses, il y a eu des assassinats dont aujourd'hui nous demandons à l'autorité suprême de faire la lumière pour qu'on connaisse, pour que nous ne soyons pas ou nous ne demeurons pas éternellement dans ce climat d'insécurité où quand tu passes, tu te dis, est-ce que quand tu sors de la maison, tu peux regagner paisiblement ta maison? Mais c'est un peu très important. Germain, vous abonnez dans le même sujet. C'est vrai qu'il y a certains journaux qui ont titré à Tuti Agboblé, les jeunes élèves tués à Dapan au mois de 2005, une collection de crimes impunis sous Front Niassimi. Est-ce que vous voyez aussi le sujet sur ce angle? Moi, je pense que quand il y a une mort tragique comme celle de Tuti Agboblé, qui est un doyen, qui avait même un journal aussi, je crois, Afrique Hebdo. Afrique Hebdo. Oui, donc je crois qu'il faut élucider. Donc cette affaire, il appartient donc aux services spécialisés de l'État de diligenter les enquêtes qu'il faut. Bon, moi je n'ai pas le rapport d'autopsie aussi amplement comme le présente Ildefonse tout à l'heure, mais je crois que au-delà de tous ces soupçons-là, il faut que la vérité se manifeste et donc il faut que ce travail-là soit fait. 10 ans c'est beaucoup pour une enquête. Je pense qu'on s'attendrait aussi à ce qu'elle aboutisse, peut-être avant 10 ans, mais ce n'est pas le cas. Mais en même temps aussi, il faut aussi savoir que les enquêtes, il y en a certaines qui prennent des années. Au Togo, on voit que les enquêtes durent trop, mais les résultats ne sont toujours pas révélés au jour. On ouvre les enquêtes, on dit qu'on commence les enquêtes, mais les résultats ne sont jamais publiés. Oui, bon, c'est ça qui inquiète les Togolais. Non, le dire de facto jamais publié, non, je ne pense pas. Il y a certaines affaires, comme ceux dans Pas Liberté par exemple, où on s'attend donc à avoir des résultats et qu'on ne les a pas. Mais dire qu'il y a des enquêtes qui sont menées, il n'y a pas de résultats, non, il y en a. Il y a des crimes qui sont commis, il y a parfois, et souvent d'ailleurs, les services de sécurité qui appréhendent des gens et qui représentent même parfois la télé et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le dossier a été fait par le professeur. Maintenant, c'est qu'il y a des affaires qui ont une connotation politique, parce qu'il s'agit ici d'un homme politique, et où on se dit que peut-être que le politique empêche l'évolution de l'enquête. Moi, je pense aussi qu'il faut se dire que les enquêtes peuvent prendre du temps. 10 ans quand même, c'est beaucoup, mais il fallait que même si l'enquête n'a pas abouti, qu'il faut un point de presse pour faire un point à mi-parcours. Bon, 10 ans après, si on n'a pas les premiers éléments, il faut qu'on puisse dire, ben, voilà où on en est. À l'étape de l'enquête, on n'a pas suffisamment évolué, ou on a un peu évolué, ou on y est presque. Quand même, 10 ans, c'est beaucoup, il faut quand même une sortie pour situer l'opinion. On se rappelle, à ce temps, c'était le général Titipina qui était ministre de la Sécurité, qui a quand même fait passer des communiqués sur la télévision nationale par rapport Ildefonse, mot sur le sujet avant de rebondir sur... Non, mais ça me faisait sourire quand toi et Germain, vous étiez en train de vous tirailler par rapport au fait qu'il faut ouvrir les enquêtes. Les enquêtes ont été tellement ouvertes au Togo qu'aujourd'hui, on n'a même pas des lueurs de conclusion. Mais ce qui paraît un tout petit peu gênant, c'est que il y a des actes qui sont posés parfois où, juste au lendemain on appréhende les gens. Et quand ils sont présumés auteurs de cet acte-là, on les exhibe. Mais par contre, quand il y a ces genres d'assassinats, quand il y a des braquages, on ouvre des enquêtes, des braquages qui ont été perpétrés même dans des zones hyper sécurisées et jusqu'aujourd'hui. En plein jour parfois. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats. Non, mais ça paraît. Le ministre de la Sécurité est interpellé. Non, je crois que. Ou bien l'appareil sécuritaire je crois, son ensemble. Non, disons plutôt que c'est l'appareil sécuritaire, parce que quand moi je me réfère à certains propos du ministre de la Sécurité qui quelquefois ne sait pas
que ces éléments sortent d'ailleurs. L'exemple de la sortie des gendarmes pour empêcher les conférences de presse, on se dit mais peut-être que les ordres viennent de partout. Peut-être que des fois ça échappe au ministre de la Sécurité. C'est quand les actes sont posés que lui aussi il est informé. Mais en tant que premier responsable de la sécurité, il est obligé d'endosser toutes les responsabilités. En telle enseigne que je serais même allé loin en disant que certaines fois, il est obligé, même s'il sait que c'est X qu'il a fait, hein, il est obligé d'endosser. On sait aussi ça. Là, on va voir ce que ce dossier-là va donner. 10 ans après, on n'a aucune réaction, bien aucun élément à mettre sous la dent. Autre phénomène de ces derniers temps, c'est la destruction des mosquées. On a vu que 3 ont été détruites récemment dans la nuit du 14 au 15 août dernier. C'est la grande mosquée de Sobosito, quartier Abbas Bonfo, qui a été encore profanée. On a vu des Corans chiffonnés, brûlés quelque part. Ça porte aussi à 4 le nombre des mosquées détruites dans la même préfecture d'Aguenivé. Généralement, on se demande aujourd'hui, le phénomène devient inquiétant. Oui, le phénomène devient très inquiétant et il donne le sentiment qu'on s'attaque donc aux fidèles d'une religion donnée, donc les musulmans, surtout dans certaines zones. Et il crée un doute, un climat de suspicion où on se dit mais qui peut le faire? Pour quel intérêt? Et pour quel intérêt? Certains indexent déjà d'autres, au point où parfois on se dit mais si on ne prend pas le taureau par les cornes, ça peut dégénérer et nous envoyer dans une situation assez compliquée. Oui. Qui le fait et dans quel intérêt, c'est vraiment la question qu'on se pose. Et le fait que malgré donc la sortie du ministre, malgré cette promesse-là, que les gens seront recherchés, certains, bon, je ne sais pas si c'est la même équipe ou si c'est la même personne qui le fait, donc cette personne ou cette équipe sans tête, visiblement. Défie le ministre? Voilà, oui, défie pas simplement le ministre, mais crée un problème au sein de la société togolaise qui risque d'être difficile à gérer. Et là, on salue quand même la sortie de certaines confessions religieuses, les catholiques, méthodistes, presbytériennes. En solidarité, c'est pas suffisant. À la communauté musulmane. Il y a d'autres aussi qui sont restés muettes, qui devraient aussi s'exprimer. Parce que c'est pas simplement une question du gouvernement. Tout de suite, certains peuvent dire les adeptes de telle religion qui peuvent nous attaquer. Et moi, je dis que celui qui l'a fait, en réalité, ne connaît pas Dieu. Ceux qui le font, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que partout où Dieu est, et Dieu est le même, qu'on soit musulman ou chrétien, il faut respecter ces lieux-là. Et je ne crois pas que quelqu'un qui connaît Dieu peut agir de cette manière. Et donc aujourd'hui, on ne peut que, encore une fois, on reste dans ces enquêtes-là, dans les méandres de ces enquêtes-là, et donc souhaiter vivement que ces lieux-là qu'on avait prévu sécuriser davantage. Donc mettre aussi les vigiles devant les mosquées. Voilà, le soir effectivement, sécuriser effectivement, et que des enquêtes se poursuivent activement pour rechercher les auteurs de ces actes. Il défonce à qui profite la destruction de ces mosquées? Je dirais plutôt à qui profite le crime. Moi j'aborde le sujet sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que si le ou les auteurs de ce acte lâche et odieux, ces auteurs sont en train de planifier un système genre Balaka, anti-Balaka, parce que nous savons très bien la situation sociopolitique que traverse aujourd'hui, ou bien depuis un moment le Togo. Si ils se mettent dans la dynamique d'opposer les musulmans aux chrétiens, je crois qu'ils ont échoué, parce que tout le monde comprend aisément que
nous sommes dans un pays où la sécurité tient à cœur aux premiers responsables, mais c'est un peu bizarre qu'on a brûlé une première mosquée, on a brûlé une deuxième, une troisième, malgré que les autorités compétentes ont élevé des voix, ont mis en garde des gens, on brûle encore une demande encore. Qu'est-ce que le lendemain sera fait? Oui, mais qu'on n'a pas encore programmé une cinquième? Oui, mais au-delà de cela, il faut que nous tirons leçon de tout ce qui nous arrive. On a brûlé les marchés du Togo. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les vrais auteurs. Parce que j'ai dit tout à l'heure dans mon développement que on les a appelés des présumés innocents. Et même si à un moment donné, la justice a été injuste, ces présumés innocents n'ont pas pu bénéficier de la présomption d'innocence et ont été gardés pendant 5 ans en prison, ce qui viole d'ailleurs la loi. Mais aujourd'hui, le peuple doit crier qui sont ceux qui incendient et les marchés et les mosquées, parce qu'on n'est pas arrivé à arrêter ceux-là, les vrais auteurs. Vous savez, c'est comme ce phénomène qui est distillé un peu partout. Je l'ai fait, on ne m'a rien dit, parce qu'on connaît les auteurs. L'impunité. Moi je dirais par rapport aux incendies que, excusez-moi de le dire ainsi, je tire leçon de tout ce qui, des méli-mélos que nous avons constaté au niveau de l'incendie des marchés du Togo, pour dire que les autorités togolaises aussi à un moment donné doivent être sérieuses. Parce que si 2 grands marchés, juste au lendemain, on a pris des gens. C'est ce que j'en viens là. Si 2 grands marchés d'une république ont été brûlés et que 5 ans après, on ne connaît pas les vrais auteurs de cet acte-là, cela veut dire qu'on ouvre la porte à ceux-là qui ont cette idée malveillante-là de poser des actes comme cela. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, ou moi je ne comprends pas pourquoi, tout juste après l'incendie des marchés de Kara et de Lomé à Dagolato, au lendemain en même temps on a pris des gens. Les gens ont été arrêtés. Même le code de procédure pénale a été violé par les autorités en pleine information judiciaire. Vous prenez l'article 15 du code de procédure pénale, vous comprendrez que vous ne pouvez pas exhiber l'élément matériel. On a exhibé l'élément matériel. Vous ne pouvez pas présenter des gens à la télé parce que jusqu'à là, ils sont présumés innocents. Ils ne sont pas auteurs. On les a présentés à la face du monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? 5 ans après, on est là, on dit qui sont ceux qui ont vraiment incendié les marchés? 2 grands marchés du Togo. Vous voyez? C'est là lui propose comme bête des vigiles à chaque entrée de mosquée. Vous, quelle est votre solution? Non, je crois qu'il faut prendre les dispositions idoines. Il faut prendre les dispositions. Mais vous savez, on peut mettre les vigiles là-bas. Mais si c'est des spécialistes qui le font, ils viennent, ils peuvent endormir les vigiles. Je vais vous rappeler une histoire, toujours dans le cas de l'affaire des incendies. Un passage du rapport des experts français disait que les 2 marchés ont été brûlés, surtout celui d'Adaroulato ont été brûlés par du kérosène. Et bizarrement, dans le rapport, on dit le kérosène, on peut le trouver à 2 endroits. Dans les soutes de l'aéroport de Lomé et de l'aéroport de Niamtougou. Qui sont ceux qui sont allés prendre là. Donc, on peut beau avoir des virgiles là, mais si c'est des spécialistes qui veulent opérer, ils peuvent maîtriser les virgiles. Alors, on dira vigilance, mais on demandera encore plus à l'autorité de veiller à la sécurité de nos biens et de nous-mêmes. Le ministre Yarka a quand même mis en garde les fauteurs, ces auteurs-là, qui seront traqués, mais juste après, il a fait la déclaration à RFI au lendemain. On l'a défié, on a mis encore feu à cette grande mosquée de Sobo-Sito. Et on se demande si c'est la coordination qui manque. Vous savez ce que je dis. Vous savez ce que je dis. Je l'ai dit tout à l'heure, je le dis. Lorsque, dans un passé récent, le ministre de la Sécurité nous faisait comprendre que des éléments dont il a la charge sont sortis des camps pour aller poser un certain nombre d'actes. Et c'est quand l'acte commence par avoir ses effets qu'il s'est rendu compte de ce que les gendarmes sont sortis pour aller faire ça.
et le même qui dit qu'il n'était pas au courant de cela. Donc comprenez que ça lui échappe. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Non seulement ça peut échapper au ministre Riarc, mais aussi le ministre Riarc ne peut pas venir nous dire devant nos micros ici que des ordres viennent aussi d'ailleurs. Il ne peut pas le dire. Mais quand, non, moi je suis journaliste je suis journaliste investigateur. Oui, voilà, et je suis journaliste investigateur, mais je vous dis que quand vous écoutez très bien nos autorités, quand vous faites très bien les analyses, vous comprendrez aisément que quelquefois non seulement la situation échappe au ministre de la Sécurité, mais on se rend compte également que les ordres viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que... c'est où? Mais moi, je ne sais pas. Mais je vous dis que les ordres viennent d'ailleurs. Généralement, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez fait une belle proposition, mais au-delà des travaux que doit faire une force de sécurité, la population aussi doit collaborer. Oui, bon, en fait, comme je le dis, ça met en mal le vivre ensemble. Oui. Parce que on soupçonne, on se dit, comme vous êtes d'une religion, vous dites... c'est peut-être les gens d'une autre religion qui l'ont fait. On ne pense pas à des gens qui peuvent venir d'ailleurs, et qui ne sont d'aucune religion. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, c'est ma conviction. Celui qui connaît Dieu, qui ne peut pas agir ici. Il ne peut pas agir ainsi dans un lieu qui est fait pour que les gens se réunissent pour louer ou pour adorer Dieu. Donc, c'est mon point de vue. Maintenant, qu'on dise... La situation dépasse les autorités sécuritaires? Oui, non, pas tellement. Je crois que la personne ou le groupe de personnes qui le font sont en train de narguer les forces de sécurité. Ils se moquent de... Oui, ils se moquent des forces de sécurité. Et c'est un défi qu'ils lancent aux forces de sécurité. Il faut que ces forces de sécurité qu'on dispose des services de renseignement bien équipés. Oui, bon, en fait, dans la réalité aussi, la sécurité n'est pas totale à 100%. Il n'y a aucun pays qui peut sécuriser ses populations, même Israël, qui est le pays le plus fort en matière de sécurité, n'arrive pas à protéger ses citoyens à 100%. Donc ce n'est pas possible. Mais en même temps, il faut éviter aussi de faire l'amalgame entre l'affaire des marchés et l'affaire des mosquées. Non, le dénominateur commence à incendier. Non, oui, j'arrive. Bon, il y a incendie et profanation. Il y a des mosquées qui ne sont pas incendiées forcément, mais qui ont été profanées. Mais nous les présentons comme si elles sont incendiées. Non, il y en a qui ont simplement été profanées. Pas simplement qui ont été profanés, parce que ce n'est pas un accès. Donc, ce que je voulais dire dans l'affaire des marchés, quand même, vous savez, finalement, on risque de ne pas connaître la vérité, parce qu'une certaine opposition a exigé qu'on libère les présumés auteurs. C'est sous la pression au moment du dialogue. Oui, au moment du dialogue. Alors que cette affaire n'avait rien à voir avec le dialogue. Moi, j'aurais souhaité même que cette opposition exige que ces gens-là soient jugés le plus vite pour que s'il n'y a rien contre eux, on les libère. Et s'il y a quelque chose contre certains, on les condamne. Voilà, parce que quel que soit l'acte, il en parlait et il me surprend un peu, même quand vous tuez quelqu'un, vous êtes encore présumé innocent. C'est un juge qui va statuer sur votre cas et c'est après le procès qu'on dit que vous êtes coupable. On peut même vous prendre en train de tuer quelqu'un, c'est que vous êtes présumé innocent, même si c'est en flagrant délit. Il faut c'est un jugement qui établira votre culpabilité. Ce qui fait que vous verrez des gens en assise qui passent déjà 7 ans avant même qu'on les juge. Et là, quand on juge, finalement, la personne n'est pas coupable, c'est grave. Mais souvent, c'est des gens qui ont déjà fait une partie de leur peine et qui le finissent. Il ne faut pas faire l'amalgame avec cette histoire de mensonge. On a connu aussi la situation du cas des jeunes filles, entre-temps, qui étaient assassinées. Champ de tir. Oui, mais il y a eu... cité le nom d'une autorité qui il y a eu plusieurs... Rien n'est retenu contre lui. Il y a eu quand même plusieurs jeunes filles qui avaient été tuées. Et ces mêmes personnes aussi... C'est amputé. Narguaient les autorités. Mais ce procès-là, les gens l'ont suivi avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'intérêt. Donc je crois que dans tout cela... Les auteurs de ces actes aussi seront
arrêtés. Oui, mais les gens ont été arrêtés dans l'assassinat des jeunes filles. Donc, l'espoir que nous avons, c'est que dans la profanation de ces mosquées aussi, que les autorités arrivent donc à appréhender ces personnes-là qui aujourd'hui défient tout simplement les forces de sécurité. Non, mais moi, je vais juste placer un mot. Moi, je ne serai jamais d'accord avec Germain quand il dit que c'est une certaine... C'est son opinion. Oui, non, non, mais entre Germain et moi, on se comprend. Je respecte son opinion, je connais, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que c'est une certaine opposition qui a exigé la libération des présumés auteurs des incendies des grands marchés. Je dis cela parce que qui connaît le régime togolais, qui le connaît très bien, saura très bien que quand le régime togolais dit non, c'est non. Aucune pression n'a été exercée sur les responsables ou bien les dirigeants togolais. S'ils savaient, s'ils savaient que ceux qui sont auteurs ou bien présumés auteurs de ces incendies-là étaient vraiment les vrais auteurs. Ils allaient les garder. Non, mais la preuve. Je vais finir, tu vas parler jamais. De toute façon, pourquoi on devra les libérer? Parce qu'ils ont fait longtemps sans procès. C'est pas normal. Mais qui décide de l'ouverture de procès? Ce n'est pas normal. C'est l'État. Oui, mais c'est pour ça que je vous expliquais que les enquêtes et même les procès prennent du temps. C'est pour ça que la réforme de la justice aujourd'hui est un peu saluée, mais la justice reste encore lente. Parce que vous avez des gens qui sont là. Oui, la modernisation, oui, c'est encore lent, mais ça évolue, mais c'est pas encore ça. Avant les assises, par exemple, vous les avez une fois là. Aujourd'hui, on les fait 2 fois là, mais ce n'est toujours pas suffisant, parce que les gens attendent d'être jugés pour être libérés si on ne leur reproche rien, ou pour être condamnés, qu'ils jugent leur peine. Donc aujourd'hui, ça c'est un problème général de la justice. Mais cette affaire d'incendie, par exemple, n'avait rien à voir avec les manifestants arrêtés lors des marches pour la réforme. Mais les gens demandaient qu'on les libère. Alors que j'aurais souhaité, parce que puisque l'opposition clame que c'est des innocents, c'était de dire, ok, vous avez pris nos militants, jugez-les, ils ont fait déjà un nombre d'années insupportable. Sans jugement. Jugez-les, si vous n'y avez rien contre eux, libérez-les. Ce n'est pas la revendication de l'opposition, ça a été de libérer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas cette affaire d'incendie, on risque de ne pas savoir la vérité. Un jour. On va sur le dossier, on va voir pour ceux-là qui mettent tout fait dans les mosquées, on va aussi les arrêter pour voir. Au Togo, c'est vrai, on présente des fois des visages à la télé, qui sont des noms, des personnages, mais au fin fond, on se retrouve que bon, c'est des montages, mais on va voir comment le ministère de la Sécurité va procéder. On va évoquer l'anniversaire du 19 août 2017, c'est samedi, l'an 1 de cette révolution du PNP, relayée plus tard par l'opposition togolaise. Ildefonse, aujourd'hui, bientôt 12 mois de ces mouvements-là, les Togolais se demandent, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Est-ce que les lignes ont tellement bougé? Je crois que si je fais une très bonne lecture de ce qui se passe depuis là jusqu'à aujourd'hui, et si je commence par avoir une idée sur ce qui se passe à partir de la feuille de route de la CEDEAO, je dirais que les Togolais ont compris à un moment donné qu'ils ne devaient pas compter sur personne. Compter sur eux-mêmes. Moi, je suis heureux d'avoir vu des gens qui disent ou qui disaient que 50 ans de pouvoir c'est trop, il faut que le pouvoir change de main. Je les ai vus dans les rues, non seulement dans la capitale, je les ai vus à l'intérieur, dans les grandes villes du Togo. J'ai vu des compatriotes dans la diaspora également, ce qui n'était jamais arrivé. Et j'ai fini par comprendre que un an après, ça n'a pas été un échec. Quand moi je jette un coup d'œil sur les acquis, sur ce qui s'est passé et sur
éventuellement ce qui a poussé la CEDEAO à prendre à bras le corps le dossier togolais et à dire ce qu'il faut à travers ces recommandations. Moi, je dis que ce n'est pas un échec parce que aujourd'hui et plus que jamais, je suis très confiant que ce que veulent les Togolais, dans un futur proche, ils l'auront. Si, éventuellement, comme ils l'ont fait par le passé, ils ont compris que c'est nous-mêmes qui allons nous battre pour notre devenir. Et Germain, aujourd'hui, un an de ces manifestations déclenchées par le PNP, selon Ildefonse, on a des acquis qui sont contenus dans la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce qu'au sein de Togo Réveil, vous aussi, vous avez noté quelques acquis? Ildefonse a parlé d'acquis, sauf qu'il n'a rien dit en ce qui concerne ces acquis. Et la preuve, ceux qui étaient dans les rues n'ont pas trouvé d'acquis. Pas plus tard qu'hier, ils ont encore sorti un mémorandum. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, selon vous, rien n'a bougé. Ceux qui ont organisé, il n'y a pas eu d'acquis. Parce que l'objectif n'était pas démocratique. Le 19 août n'a pas été une date pour faire les réformes. Ça a été une tentative de faire le remake de ce qui s'est passé au Burkina Faso. D'utiliser la rue, chasser un président en plein exercice de son mandat. Et vous verrez que on a maquillé ça par les réformes. On dit, bon, on veut l'imitation, tout ça, retour à la Constitution de 92. C'est le 19 août. Alors, le 5 septembre, soit un peu plus de 2 semaines plus tard, le gouvernement qui envoie un projet de loi qui prend en compte pratiquement toutes ces réformes-là. Et le 6 et 7 septembre, les gens sont encore dans la rue. Cette fois à Lomé, pour dire, nous ne voulons plus de réformes. Nous voulons le départ du président. Et si nous devons aller à un dialogue, c'est pour discuter des conditions du départ du président. On n'est plus dans la logique des réformes. Et je cite cette phrase, je cite le chef de file de l'opposition, le 6 et 7 août, à Lomé. Bon, donc les gens sont restés dans cette affaire. Donc il n'y a pas de cohérence dans les actions. Non, ce n'est pas une question de réforme. Le 3 août, CAP 2015 était dans la rue pour parler des réformes. Ils n'ont pas parlé du retour de la Constitution de 92. Mais le 19 août, il y a une manifestation très violente, avec des dégâts inimaginables, avec des arrestations, des armes, des civils qui ont tabassé des militaires et tout ça. Donc, les militaires aussi ont tabassé des civils. Oui, quand un militaire tabasse un civil, c'est pas un événement. Ah bon? Oui, généralement. Quand un policier tabasse un civil, c'est pas un événement. Mais quand un civil tabasse un militaire, c'est un événement. Ça, dans le 19 août, a créé un événement. C'est-à-dire que, pour une fois, les Togolais ont vu des civils tabasser les militaires. Ils ont dit assez. Mais est-ce que vous avez vu ça avant le 19 août? Non. Mais pour une fois, les Togolais ont vu ça. Donc ça a été fait. Mais en réalité, c'était une révolution donc, qui était préparée. Il faut chasser le président. La preuve, le 6 et 7 septembre, les marches qui étaient organisées, les gens disaient que c'était le départ du président. Donc, ils ne voulaient plus de réformes. Ils veulent le départ et ils veulent aller au dialogue pour discuter des conditions du départ. Bon, ce sur quoi ils comptaient, on n'en sait rien. Peut-être un jour, on en saura un peu plus. Est-ce que finalement, un an après avoir perdu du temps au Togolais, après avoir marché, après avoir empêché... Ça perd de temps? Mais oui, c'est une perte de temps. Parce que les Togolais ont perdu beaucoup d'argent aujourd'hui. Quand vous circulez en ville, les gens te disent... Quand ils parlent de leurs difficultés, ils te disent c'est à cause de la crise. Tous les Togolais ils disent avec la crise là. Rien ne marche. Donc tout est lié à cela. Et les gens étaient empêchés de travailler. Les gens étaient contraints même de s'associer à des manifestations auxquelles ils ne voulaient pas. Un an après, quel est le résultat? Vous refusez un dialogue. La CEDEAO vous impose une feuille de route. Et je pense même que si on reprend le projet introduit par le gouvernement le 5 septembre,
ce qu'il y a dans ce projet. Qui a refusé ce projet à l'Assemblée nationale? Ceux qui disaient qu'ils veulent le départ du président, ils disent qu'ils ne veulent plus de réforme. Ils ne sont pas majoritaires quand même. S'il te plaît, le 6 et 7 août, à Descamps, qu'est-ce que Fabre a dit? Nous ne voulons plus de réforme, c'est trop tard. Nous voulons le départ du président. Et ils sont restés dans cette logique. Donc ce n'est pas, je n'invente rien, je te donne les dates je te cite avec des guillemets si tu veux ce qui s'est passé. Donc les gens étaient dans l'esprit de chasser le président avant la fin de son mandat. Après ils disent bon, on le laisse finir son mandat. Après on dit la Constitution de 92, on la maintient. Après on dit on va pas au dialogue, on va au dialogue. Donc selon vous, tout ce qu'on a fait depuis un an, c'est une perte de temps. Et après les recommandations de la CEDEAO, les gens s'amusent à dire c'est maintenant que le dialogue commence. Mais ils se foutent de la gueule des populations. Vous avez eu l'occasion de dialoguer. Le président du Ghana a fait des va-et-vient ici, vous refusez de dialoguer. La CEDEAO vous impose des résolutions et vous sortez pour dire aux Togolais c'est maintenant que le vrai dialogue commence. Mais ils se foutent de la gueule des Togolais. Pour moi, c'est une perte de temps. Bon, l'objectif était de faire une révolution, vous l'avez dit en début. Ça n'a pas marché parce que le Togo, c'est pas le manifestations pacifiques comme... Le Togo, c'est pas le Burkina Faso. Non, on n'a pas... Non, c'est des manifestations pacifiques. Non, en quoi elles étaient pacifiques? Non. Le 3 août, il y a eu une manifestation pacifique avec CAP 2015. Jean-Pierre Fabre a organisé une manifestation pacifique le 3 août. Et 16 jours après, ce qui s'est passé à Sokodé n'était pas pacifique. Sauf que c'est vrai que Jean-Pierre Fabre a hérité d'un processus. Il n'était pas à l'origine de ça. Il y a des tenants et des aboutissants du 19 août qu'il ne maîtrisait pas. Mais il était en tournée en France. On l'a obligé à venir gérer une situation qu'il n'a pas créée. Et il était obligé. Il était obligé de la gérer alors qu'il n'était pas associé au début. Parce que bon, comme il se dit que c'est la même lutte, il est revenu pour porter main forte à. Il défonce Germain a peint en noir tout ce qui a été fait du 19 août jusqu'à aujourd'hui. Selon lui, c'est du gâchis, de la perte du temps inutilement, alors que bon, on devait quand même mettre ce temps-là à profit pour avancer dans le processus de démocratie. Non, mais si c'est Germain, je ne suis pas surpris parce que je suis habitué. Germain, moi, on est habitué à nos... Non, c'est pas... Moi, je parle des faits. Hein. Je ne parle pas des habitudes. Je parlerai aussi des faits. Je parle des faits. Alors, voilà. Je dis, pour moi, la crise togolaise que vivent les populations togolaises depuis un moment a été sciemment créée par les autorités togolaises. La mauvaise foi des tenants, des dirigeants togolais a conduit à cette situation-là. Moi, j'ai toujours dit, si vous n'aviez pas eu comme leitmotiv la mauvaise foi, la duplicité, le mensonge à outrance et le refus de faire les réformes, dites-moi, et soyons sérieux, depuis le 20 août 2006, parce que tout ce qui est contenu aujourd'hui dans l'ordonnance politique de la CEDEAO se retrouve dans l'APG, entre autres la réforme de la Cour constitutionnelle, le mode de scrutin pour ces élections-là qu'on devait avoir. Donc la feuille de route, selon vous, n'est qu'une reprise de quelques parties de l'APG. Reprenez l'APG. En œuvre depuis. Reprenez l'APG. Ne pas arriver à ce stade-là. Je dis, s'il n'y avait pas de mauvaise foi, si les gens n'avaient pas pensé à ce système-là de garder le pouvoir pour le pouvoir et jouer au trouble-fête, tourner les gens en bourrique, on n'en serait pas là. Voilà pourquoi je maintiens que la crise là, elle a été sciemment organisée par ceux qui dirigent le Togo. C'est ma première remarque. La deuxième remarque, ce n'est pas seulement au Togo qu'on a pensé faire une révolution pour chasser, je dis bien chasser, quelqu'un du pouvoir. En Afrique du Sud, on l'a vu également au Zimbabwe. Mais si aujourd'hui les populations togolaises dans leur ensemble se rendent compte de ce que elles sont flouées à volonté par leurs dirigeants et décident de prendre leurs responsabilités, mais je ne vois pas pourquoi on dira aujourd'hui que cette population-là, qui d'ailleurs donne le suffrage à qui ou à celui qui
veut le chef de l'État aujourd'hui. Mais je n'en vois pas. La feuille de route nous dit que le 20 décembre, nous devons aller aux législatives. La CENI a commencé les travaux sans les membres de l'opposition. Germain, apparemment, les mêmes effets. On assistera encore au même. Non, alors, quand vous dites sans les membres de l'opposition, je ne suis pas d'accord. Vous savez, Ildefonse parlait de l'APG. La CENI d'aujourd'hui est l'émanation de l'APG. Surtout que cette CENI n'est pas paritaire comme le demande l'APG. Paritaire. Elle n'est pas paritaire. Je dis, Germain, qu'est-ce que vous appelez paritaire? Mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Vous confondez paritaire et peut-être égalitaire ou peut-être... c'est vrai que la CENI a non, mais attendez, on a dit paritaire veut dire sur les 17 simplement... membres, on a 5 qui désignent par majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire, 3 par le politique et 100 parlementaire, 3 de la société civile et puis un désigné par l'administration. Oui. Donc cette composition émane de l'APG. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas l'opposition, il y a l'opposition parlementaire, il y a l'opposition extra-parlementaire, sauf qu'il manque 2 partis d'opposition. Donc aujourd'hui, on a l'UFC, on a le NET. Voilà, donc, le NET c'est extra-parlementaire, oui. L'UFC est parlementaire. Donc il reste que le CAR et l'ANC. Et ce n'est pas la première fois qu'ils rejoignent la CENI après le boulot. Ils nous ont habitués à cela. Ils laissent aller, soi-disant ils veulent retarder les choses, et après ils rejoignent les autres pour travailler. Donc cette fois c'est la même chose encore. Ils vont rattraper le train en marche. Certainement. Des fois ça va finir rapidement. L'État est contre rapidement. Non, mais moi je suis sûr que... Moi je suis sûr que... Certainement que dans la semaine prochaine, plaise à Dieu, on va remettre tout à plat parce que... On va redémarrer à zéro? Non, je dis qu'on va remettre tout à plat. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand je me réfère, je ne parlerai pas de... Je ne parlerai pas de la feuille de route. Ces détails seront encore annoncés de la feuille de route. Non, mais le comité de vous imposez. Merci, confrère Germain Pouli de Togo Réveil d'être passé dans cette émission. Merci Germain. Merci Gildas, merci à Ildefonse. Merci à Ildefonse Apaki, directeur du site la Gazette du Togo.com du journal La Gazette du Golfe. Merci Ildefonse d'être passé dans cette émission. C'est Gildas, tu m'as donné l'occasion de retrouver Germain. Merci à toi. Quoi, avec le blanc partout. Merci, monsieur également. Merci beaucoup, chers confrères. Cette émission s'arrête ici. Merci à Ite Vincent pour la mise en ordre. Rendez-vous vendredi prochain, mais toujours derrière moi. Vous allez suivre l'émission Fou de Foot avec Innocent Agbelonou et toute son équipe. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.